Bonjour. Bonjour. Bon, il y a plusieurs personnes qui sont contentes d'entendre, à travers les constats, un son de cloche différent de celui qu'ils ont pu entendre concernant les religions, les traditions, tu vois. Et pour la plupart, ça les a réconciliés avec ce qui les répulsait au plus haut point, la religion. Mais bon, comme après toute période d'exaltation, c'est le doute qui s'ensuit, un peu comme, tu vois, pour cet amant qui un jour devant sa belle s'interroge, tu vois, notre amour est-il véridique? Eh ben, il se pose la question, qu'est-ce qui prouve qu'on est dans le vrai? Alors tu vas nous dire, la vérité n'a pas besoin de preuves, elle est la preuve. Mais qu'est-ce qui prouve qu'on a de bons yeux pour la reconnaître, cette preuve? Alors qu'il est tant possible de s'illusionner sur des erreurs que l'on a pris pour des vérités. Après l'exaltation, c'est le doute qui s'ensuit. Même le plus pieux des croyants n'est pas à l'abri d'une pensée furtive qui viendrait ébranler ses convictions les plus solides s'il n'y prenait garde. Alors, qu'est-ce que le doute? C'est le malin qui vient s'insinuer dans nos esprits pour mettre le trouble insidieusement? Ou alors c'est notre conscience bien guidée qui nous dit « Attention, ici, danger ». Comment peut-on distinguer ces deux aspects? Le doute est légitime. On parle même de doute scientifique. Quand ils se retrouvent confrontés à des sujets face auxquels ils ne peuvent apporter de réponse, c'est ce qu'on pourrait appeler un doute raisonnable, hein? Ouais. Qui fait appel à son intime conviction face à une ignorance, face à un gros point d'interrogation. C'est sage, c'est un doute sage, si on pourrait dire. Tu vois? Presque, ouais. Oui, presque. On parle aussi du doute cartésien, qui remet en question la véracité de la perception de nos sens. Ouais. Du doute hyperbolique de Descartes, qui était, lui, persuadé qu'il n'y avait rien dans ce monde. Rien. Alors lui, le pauvre, il était dans un doute perpétuel, hein. Il a bien été obligé, pour se sauver de sa folie, d'arriver à la conclusion, toute personnelle, du cogito ergo sum. Je pense, donc je suis. Ouf, il a échappé belle, hein. T'imagines? Bon. Attends, on pourrait lui répondre, tant que tu penses, tu ne peux pas être. Non, mais de là à dire qu'il l'a échappé belle, non, parce qu'en réalité, il s'est retourné exactement dans le sens inverse. Il aurait pu dire je suis, donc je pense, parce qu'il y a quand même un ordre hiérarchique. C'est pas parce que tu penses que tu es. On est bien d'accord qu'il faut déjà être avant de penser. Oui. À un moment donné, c'est comme tous ces philosophes qui ont mis en place ces mouvements tordus, je veux dire. C'est abracadabrant comme histoire, c'est tout. Alors Descartes, on en fait une tartine. Personnellement, Descartes, c'est un type, il ne sait pas de quoi il parle, voilà, c'est tout. On peut dire qu'il tournait en rond dans sa tête? Ben, je ne sais pas où il tournait, dans quoi il tournait, mais j'entends il est retourné, en tout cas, à l'envers du bon sens. Je pense que un enfant, il comprendrait que avant de pouvoir danser, ou de pouvoir siffler, pouvoir chanter, ou pouvoir manger, parce qu'en finalement c'est des fonctions tout ça, avant de pouvoir utiliser une des fonctions qui est à sa disposition, il faut d'abord qu'il soit. Tu peux dire je mange, donc je suis, je bois, donc je suis, je pense, donc je veux dire c'est ridicule en réalité. Je ne sais pas pourquoi on a pu faire une tartine avec des trucs pareils, moi je ne sais pas, je comprends pas. Ouais. Okay. Alors à présent, pour en revenir au doute, bien sûr que le doute, je dis pas, c'est pas une question de légitimité, on peut être assailli par le doute, ben bien sûr, c'est une possibilité ça. Mais simplement, il y a quelqu'un qui cherche, qui trouve pas, tout d'un coup, quand il tombe devant une proposition qui va au-delà de considérations existentielles, on sent bien qu'à un moment donné, on touche des principes qui sont
qui transcende toute manifestation. Il y a cette intuition intellectuelle qui est là pour saisir ces choses-là. Oui, mais Cette authenticité, comme je dis, elle n'a pas besoin d'être prouvée. Après, on la prouvera soi-même, où les preuves viendront s'accumuler les unes aux autres en pénétrant dans tout ça. À présent qu'il y ait des doutes en face d'un événement particulier, d'une proposition particulière, tout ça c'est possible, bien sûr. Donc il faut revoir ça. C'est pour ça que c'est un suivi, tout ça. Parce que le prophète de l'islam, il a douté à un moment donné aussi, alors qu'il est prophète. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il ne savait pas si c'était un ange ou le diable qui venait lui parler. Et c'est Khadija qui a résolu le problème. oui, en se mettant nu. À un moment donné, elle a dit, tu me dis quand tu le vois. Et elle dit, le voilà, il est là. Elle s'est mise nue sur les genoux du prophète. Et l'apparition a disparu. Alors elle lui a dit, c'est l'ange, parce qu'il a de la pudeur, et autrement, si ça avait été le diable lui-même, il serait resté. Donc je vois le bon sens d'une femme. Là, voilà comment elle tranche l'histoire. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Tu vois, c'est simplement du bon sens. Il n'y a pas besoin d'aller chercher midi 14 heures. Quand on commence à se faire des massages de cervelle, c'est que ça va pas. Tu veux dire que la vérité te conduit obligatoirement vers la paix et la sérénité, finalement, vers un équilibre. La vérité, elle te conduit vers elle. Tu réclames cette vérité, tu veux aller vers cette vérité, et elle-même te conduit vers elle. Mais évidemment qu'il y a toutes des règles. Quand je parle de traditions auxquelles il faut appartenir, ensuite de ça qu'il faut suivre des disciplines traditionnelles qui correspondent à la tradition dans laquelle on se trouve, c'est pas pour rien. C'est qu'il y a donc des règles à suivre. Il y a une marche à suivre qui est précisée dans chaque tradition. Tu peux pas laisser faire ça n'importe comment, simplement parce que quelqu'un il réfléchit. Réfléchir, c'est fort bien, mais j'entends en plus de ça, il faut avoir quelque chose à quoi se tenir qui faire lui support. C'est pas la réflexion qui fait support d'une voie pour aboutir à une connaissance. Ça tient pas debout. Est-ce que le désordre, la disharmonie, devrait nous mettre la puce à l'oreille pour nous faire comprendre que, tiens, là, on est peut-être dans l'erreur? À un moment donné, le bon sens nous fait capter quand la vérité se manifeste. Oui, d'accord. Comme je le dis tout le temps, la vérité n'a pas besoin de preuve, elle est la preuve. Mais après, si on est dans un malade, parce qu'actuellement c'est clair qu'il y a une multitude de gens qui sont atteints d'une maladie grave avec la cervelle. Ils sont constamment dans des questions qui n'en finissent plus, qui ramènent d'autres questions, qui recommencent avec d'autres questions. Mais ça, c'est une maladie en soi. Il faut donc le savoir. Donc, dans un cadre traditionnel, si on est atteint de cette maladie, à un moment donné, on le sait, on ne peut pas ne pas le voir. À se demander, peut-être banque oui, peut-être banque non. Là, ça, c'est une maladie en soi. C'est-à-dire que quelqu'un soit en train de chercher la vérité ou qu'il soit en train de chercher une épingle à cheveux, il est toujours en train de se dire peut-être banque oui, peut-être banque non. Alors il faut déjà soigner ça. Alors il y a des processus pour soigner ça qui sont exprimés dans les différentes disciplines traditionnelles. C'est pas pour rien que dans une tradition, c'est rempli de sciences, y compris la médecine, qui a été beaucoup plus loin dans ce domaine-là que la médecine officielle actuelle. Dans l'Ayurveda ou dans les pays arabes, il est sorti des choses merveilleuses dans le domaine de la médecine. Dans le domaine de la chimie, donc de la spagyrie, qui correspond, c'est cette médecine qui est en rapport très proche avec la chimie. Donc il y a toutes sortes de choses comme ça vers lesquelles on peut se diriger pour remettre les pendules à l'heure. Oui, parce que ça tourne vite à l'obsession, ce genre de radotage, de pensée là, ça s'appelle West-West, je crois, en arabe. Je vais te lire juste un bout là de Descartes qui exprime bien tout ça, hein. Ouais. Si tu me permets. Je me suis persuadé qu'il n'y avait rien du tout dans le monde, qu'il n'y avait aucun ciel, aucune terre, aucun esprit, ni aucun corps. Ne me suis-je donc pas aussi persuadé que je n'étais point? Non, certes, j'étais sans doute, si je me suis persuadé, ou seulement si j'ai pensé quelque chose. Mais il y a un je ne sais quel trompeur très puissant et très rusé qui emploie toute son industrie à me tromper toujours.
Il n'y a donc point de doute que je suis s'il me trompe. Et qu'il me trompe tant qu'il voudra, il ne saurait jamais faire que je ne sois rien tant que je penserai être quelque chose. De sorte qu'après y avoir bien pensé et avoir soigneusement examiné toute chose, enfin, il faut conclure et tenir pour constant que cette proposition « je suis »,« j'existe » est nécessairement vraie toutes les fois que je la prononce ou que je la conçois en mon esprit. Tu vois le tournicotage là Oui, ben c'est ça. Cérébral. Oui, c'est-à-dire que tout se passe dans le raisonnement. Admettons que quelqu'un perde totalement dans un accident, il perd toute faculté de penser, de possibilité de douter, de croire, de ne pas croire, tout disparaît de sa cervelle, elle n'est plus là, elle est out, il n'y a plus que les fonctions vitales du corps qui marchent. Il l'est toujours, et en admettant que son corps disparaisse, son corps, parce qu'il est mort, il l'est, puisque l'être ne meurt pas en tant que tel. Donc le soi qui fait partie de cette transmigration de l'âme dans les différentes traditions où on met l'accent là-dessus, il n'est pas atteint. Pourtant, est-ce qu'il pense, est-ce qu'il croit, est-ce qu'il a vu, est-ce qu'il touche? C'est des considérations qui sont sur un niveau, et puis ça sert à rien d'aller les envoyer se promener sur d'autres niveaux où elles n'ont pas leur place. Moi, j'ai envie de dire qu'en plus, si le fait de penser, c'est toute cette activité cérébrale, mentale, de penser, justement, ça nous empêche d'être. D'ailleurs, c'est pas compliqué, les disciplines qui sont proposées dans différentes traditions, avant de pouvoir toucher certains aspects primordiaux, il s'agit d'arrêter de penser. Justement. Le problème, c'est pas de penser, tout se met en marche. Par contre, pour maîtriser le souffle, donc la pensée, de manière à pouvoir l'éteindre, c'est une autre affaire, et c'est ça qu'il faut arriver déjà à faire. Ensuite de ça, ça veut dire que celui qui a éteint cette pensée en lui, ça voudrait dire qu'il a donc plus de preuves qu'il est, ou bien il faut absolument qu'il pense qu'il est, pour que ce soit une preuve, c'est une preuve, ça. Mais si j'entends. Tu vois, on est depuis longtemps dans le ridicule. Ouais. Alors, et Descartes, il a beau être prôné comme je ne sais pas qui, c'était peut-être un brave homme, tout ce que tu veux, mais c'est pas un sage. C'est pas un sage, c'est un chercheur qui avait pas les clés, qui est allé avec son pifomètre, et puis il pouvait pas lâcher prise avec sa cervelle, donc il fallait qu'il aille par ce bout-là, puis après il déclare, je pense, donc je suis, puis ça fait bam, puis tout le monde est là, puis t'apprends ça à l'école. Je veux dire, là, pour moi, c'est là où le ridicule commence à se manifester. C'est d'ailleurs risible, à quelque part. Si c'était pas si grave à l'arrivée. Ouais. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, disons, à présent, je dis bien, le doute peut s'instaurer à un moment donné, mais c'est comme je l'ai dit à l'égard du prophète, c'est entendu ça. Et il y a un moment donné, quand la vérité se manifeste, et elle arrive toujours à un moment donné à se manifester de manière à être en accord avec ta propre perception aussi. C'est-à-dire que ta perception va chercher à savoir si c'est vrai, et en cherchant à savoir si c'est vrai, elle va finir par tomber dessus, ou si elle tombe sur c'est pas vrai, c'est qu'elle est noyée, et puis que c'est ce raisonnement avec le cartésianisme, avec tout ce que ça comporte, qui est en train de chercher, mais c'est plus toi. Donc toi, tu es pris en charge, tu es pris en otage. Voilà. Si tu es pris en otage par une forme de raisonnement, c'est bien sûr. Et c'est sans fin. Comme je dis bien, à un moment donné, on est en face de maladie. Donc devant une maladie, il n'y a qu'une solution, c'est de chercher à se soigner. Voilà. Et puis c'est proposé ça. Toi, quelqu'un qui veut suivre une voie vraiment, puis qui s'inscrit dans un cadre où il y a une voie à suivre, une démarche, donc il passe par le cadre, par une initiation, etc. Et à un moment donné, tout est bien précisé de où il en est et ce qu'il doit faire ou ce qu'il devrait pouvoir faire normalement ou ce qu'il est possible, etc. Tout y est. Puis c'est des choses simples. Regarde, un truc tout simple qui est dans des rites.
de passage dans les peuplades qui sont prétendument sous-développées. Et à présent, je ne sais plus où ils en sont parce qu'on arrive à la fin vraiment d'un truc là. Par exemple, quand ils ont des enfants qui arrivent à l'âge de la puberté, ici, la puberté, elle dure depuis 13-14 ans. En général, elle va jusqu'à la mort. Dans le sens que les types, ils pataugent, ils repataugent. Ils n'arrivent pas à se positionner vraiment. Il y a un truc qui se positionne, mais ça va pas. C'est pas quelque chose qui... C'est des remises en question continues. Même à 60 ans, à 70 ans, ça remet en question. Oui, mais qui nous dit que, peut-être bien, que, pas ci, pas là, pas tant, tout ça. Je t'entends. Tu veux dire qu'on est tous des adolescents attardés? Oui, mais je veux dire, puis des adolescents. À un moment donné, c'est plus garder son cœur d'enfant, ça, c'est faire de l'infantilisme. C'est une autre histoire. Oui, c'est sûr. Alors que dans les endroits où il y avait ces rites, un enfant, tout d'un coup, c'est l'âge pour lui de partir avec des personnages qui vont l'instruire de sa nouvelle vie. Il va passer de l'enfance à l'adulte. Donc, pour passer de l'enfance à l'adulte, il faut passer une porte. Donc, cette porte, ils vont la lui faire passer. Et ces enfants partent avec ces personnages qui ont ces aptitudes pour s'occuper des enfants, pour les faire passer. Ils s'en vont du village pendant une semaine, 10 jours. Quand la mère voit partir son enfant, elle pleure parce qu'elle sait qu'elle a perdu son enfant. Son enfant ne reviendra jamais. Pourquoi? Et elle le retrouvera sous une autre forme, mais cet enfant avec qui elle a vécu jusque-là, lui, il va s'éteindre là pour laisser place à l'adulte. Quand il revient de ces 10 jours de retraite avec les différentes disciplines par lesquelles il aura dû passer, il revient, c'est toujours lui, il reconnaît sa mère le reconnaît, tout ce que tu veux, mais c'est plus le même. Oui, il est passé d'un état à un autre. Voilà, c'est plus le même à un endroit, c'est-à-dire c'est ce changement d'état. Ouais. Ça reste le même, il a changé d'état. Et à partir de là, c'est-à-dire qu'à partir de l'âge adulte qui se trouve à l'âge de 15 ans, dans ces sociétés-là, le personnage n'a plus rien à remettre en question. C'est un homme. C'est un homme, et à partir de là, il mûrit. Ouais. Donc, il va vivre jusqu'à 60 ans, 70 ans, 80, 90 ans. Il mûrit, mais il n'a rien à remettre en question. C'est un peu comme un fruit, quand il a pris sa forme, il ne se remet pas en question pour savoir s'il peut pas une pomme, une poire, peut-être une orange, je ne sais pas, en vert. Non, il sait, il y est, ça va partir du petit grain qu'il s'est formé et il va jusqu'à sa maturité. Oui, ok, ben c'est bien entendu. En tout cas, de toute manière, quand tu vois ce que deviennent, en mûrissant, les prophètes et les saints, et ce que deviennent, parallèlement, les philosophes modernes, c'est sûr que là, il n'y a pas photo, comme on dit. Mais ça, il n'y a pas de comparaison possible, d'ailleurs, en plus. Écoute, je te remercie bien, et puis à bientôt. Ok. À bientôt. Au revoir. Au revoir.